Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un sujet d'ophtalmo, un sujet qui est important à la fois à l'ECN et en fréquence en population générale, qui est donc la rétinopathie diabétique. Donc pour commencer, quelques généralités. Alors déjà en fréquence, ça atteint quand même 30% des diabétiques, type 1 et type 2 confondus. Alors à savoir que l'épidémiologie n'est pas la même selon le type de diabète. Pour le type 1, ça va arriver plus tardivement par rapport au diagnostic du diabète, typiquement à peu près 7 ans après. Donc c'est pas indispensable de dépister la rétinopathie diabétique au diagnostic chez un diabétique de type 1. Par contre chez le diabétique de type 2, c'est primordial parce qu'un nombre non négligeable de diabétiques de type 2 ont une rétinopathie diabétique dès le diagnostic. Donc la physiopathologie très globalement c'est lié à l'hyperglycémie chronique et il faut bien connaître les facteurs de risque de développement de la rétinopathie diabétique qui sont l'ancienneté du diabète, donc plus le diabète est ancien, plus il y a un risque élevé de développer une rétinopathie diabétique, le mauvais équilibre du diabète, donc c'est important d'avoir une hémoglobine glyquée en dessous des seuils, et l'hypertension associée qui est qu'on oublie souvent mais qui est un facteur de risque de rétinopathie diabétique. Il y a aussi des facteurs de risque de décompensation de la rétinopathie diabétique, notamment la puberté et l'adolescence, en partie parce que la compliance c'est compliqué. La grossesse c'est aussi un facteur de risque non négligeable, ce pourquoi il faut bien suivre sur le plan ophtalmologique les femmes enceintes diabétiques. Les variations rapides de glycémie, alors que ce soit en haut ou en bas, les augmentations brutales de glycémie sont bien sûr à risque de décompensation mais aussi les baisses brutales, le traitement chirurgical d'une cataracte, les variations tensionnelles et les décompensations rénales. Pour ce qui est de la clinique, comme beaucoup de choses dans le diabète, c'est asymptomatique et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à suivre les patients diabétiques. Donc c'est asymptomatique, sauf quand la rétinopathie se complique, comme on va le voir tout à l'heure. Ensuite, un petit aparté sur les autres complications ophtalmologiques du diabète, parce qu'il y a beaucoup d'autres complications en dehors de la rétinopathie, qui sont la cataracte. Alors la cataracte va survenir plus précocement chez le diabétique et va être d'un type différent. Typiquement, chez le diabétique, ça va être une cataracte sous-capsulaire postérieure. Ce type de cataracte est donc retrouvé plus fréquemment chez les patients avec des pathologies métaboliques, diabète et notamment corticothérapie au long cours. Les paralysies oculomotrices aussi sont plus fréquentes chez le diabétique, elles sont d'étiologie ischémique en général et touchent le plus fréquemment le 3 et le 6. Les infections en général chez le diabétique sont plus fréquentes, mais en particulier oculaires, et le glaucome chronique est aussi plus fréquent chez le diabétique. Ensuite, alors pour le diagnostic, il y a des lésions primitives à bien retenir et à savoir identifier. Les 4 primordiales pour la classification des différents types de rétinopathie diabétique non proliférante, c'est ces 4-là, donc on va les voir. Vous avez les hémorragies rétiniennes, alors là vous en avez des petites un petit peu partout. Les microanévrismes, alors qui sont plutôt sur les trajets des vaisseaux, donc par exemple ici, ou encore par là. Les amyres qui sont des anomalies de la microvascularisation intrarétinienne, qu'on peut voir par exemple par ici. Alors honnêtement c'est assez difficile de distinguer toutes ces lésions parfois entre les hémorragies rétiniennes, les microanévrismes, les amyres, etc. Là sur ce fond d'œil on note aussi quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'il y a d'autres lésions qui sont retrouvées dans la rétinopathie diabétique mais qui ne font pas partie des lésions qui servent à classifier cette rétinopathie, comme on le verra tout à l'heure, notamment les nodules cotonneux, les exsudas secs. Alors là on en voit sur ce fond d'œil, on voit ici des nodules cotonneux, par là, tout ça, et des exsudas secs qui sont présents ici, qui sont un peu plus clairs. Ensuite sur ce fond d'œil, donc sur ce pôle postérieur, on voit une papille en grand, on voit qu'il y a énormément de vaisseaux anormaux, tout ça c'est pas normal, c'est pas censé être là, et ça c'est les néovaisseaux, c'est ce qui fait classer la rétinopathie diabétique en proliférante. Et ça c'est une photo de ce qu'on appelle les dilatations veineuses, qu'on voit ici, alors souvent appelées dilatations veineuses en chapelet, puisqu'on voit qu'il y a des espèces de strictions, de réduction du diamètre vasculaire à ces endroits-là, donc c'est ce qu'on appelle les dilatations veineuses. Petit aparté sur les taches blanches au fond d'œil qui vous posent souvent problème, les différents types de taches blanches qu'on peut retrouver. Alors on a vu tout à l'heure les nodules cotonneux, les exsudas secs, comment les différencier. Alors les exsudas secs, ça a tendance à être plus petit, plus brillant, plus net que les nodules cotonneux qui sont plutôt, comme leur nom l'indique, cotonneux, un peu comme des nuages à bord flou, plus lisses et à bord moins bien délimités.
Et un troisième type de taches blanches que vous allez retrouver au fond d'œil, c'est les drusènes. Alors les drusènes, ils ont une morphologie qui est moins systématisée que les autres. C'est-à-dire qu'on parle notamment de drusènes durs ou de drusènes mous. Ça peut ressembler à plusieurs choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la localisation des drusènes est périmaculaire et que ça devrait vous faire évoquer une DMLA. Donc dans un contexte de patient qui a un syndrome maculaire, qui a des symptômes qui sont évocateurs de DMLA, quand on vous montre un fond d'œil et qu'on vous demande ce qu'il y a sur ce fond d'œil, si vous voyez des taches blanches autour de la macula, pensez aux drusènes. Donc on en voit ici par exemple, là vous avez des drusènes plutôt durs et là des drusènes plutôt mous. Vous voyez qu'en dehors de la localisation, c'est des trucs qui font assez penser aux exudats secs ou aux nodules cotonneux. Mais le contexte et la localisation doivent vous faire évoquer les drusènes plutôt que des nodules cotonneux ou des exudats secs. Ensuite, la classification de la rétinopathie diabétique, alors c'est primordial de la connaître. Ici, je vous ai mis une classification un peu compliquée, mais je vous l'ai mis parce que c'est la classification de la recommandation pour le dépistage et la surveillance du diabète. Mais vous n'avez pas à retenir tout, je vous ai fait une petite simplification ici. Donc là, c'est un petit peu ce que vous avez à retenir. Donc il faut retenir qu'il y a 4 stades. Les 3 stades de la rétinopathie diabétique non proliférante, minime, modérée et sévère. Et ce qu'il faut apprendre, c'est la règle qui est dite du 4-2-1, c'est-à-dire qu'une rétinopathie diabétique non proliférante minime, ça va être quelques microanévrismes ou quelques microhémorragies peu nombreuses, et dans le cas où on a des hémorragies ou des microanévrismes dans le 4 cadrans ou des anomalies veineuses dans 2 cadrans, c'est-à-dire des dilatations veineuses ou des amyres dans un cadran, on va parler de rétinopathie diabétique non proliférante sévère. Et quand on n'est ni dans le cas de la minime ni dans le cas de la sévère, on va parler de rétinopathie modérée. Ensuite, dès qu'on a des néovaisseaux, on va parler de rétinopathie diabétique proliférante. Donc là, pour les complications, c'est quelque chose qui est important à savoir aussi parce qu'on va vous poser des questions sur leur diagnostic et sur leur traitement. Alors il y en a 3 essentiellement à retenir: l'hémorragie intravitréenne, le décollement de rétine et le glaucome néovasculaire. Ici, je vous ai mis une photo de fond d'œil, ou plutôt de tentative de fond d'œil. Vous voyez que c'est tout rouge, on n'y voit rien du tout. Tout ça, c'est du sang. Donc vous avez du sang partout dans le vitret, ce qui fait que le patient a une baisse d'acuité visuelle brutale. Il n'y voit plus rien, il a un œil blanc et non douloureux, mais une baisse d'acuité visuelle brutale avec un fond d'œil inaccessible et du sang dans le vitret. Deuxième complication, là, le décollement de rétine. Alors ce qu'il faut retenir aussi sur le décollement de rétine, c'est que c'est un décollement de rétine qui est dit tractionnel. Pourquoi tractionnel? Parce que vous avez des néovaisseaux, et les néovaisseaux vont faire traction sur la rétine et la décoller. C'est à différencier du décollement de rétine régmatogène, qui est un peu le décollement de rétine classique qu'on voit, qui est lié à des dégénérescences rétiniennes ou à des déchirures dans la rétine qui vont provoquer un décollement en périphérie de la rétine. Et enfin, la dernière complication principale de la rétinopathie diabétique proliférante, c'est le glaucome néovasculaire. Alors cette photo, c'est ce qu'on appelle une rubéosyrienne, c'est des néovaisseaux qui viennent sur l'iris. Alors en soi, avec une photo comme ça, on peut parler de rubéosyrienne, mais on ne peut pas forcément parler de glaucome néovasculaire. On parle de glaucome néovasculaire quand on a une rubéosyrienne avec une hypertension intraoculaire. Pour rappel, la tension intraoculaire normale est inférieure à 21 mm de mercure, donc si vous avez une rubéosyrienne à l'examen à la lampe à fente et une tension intraoculaire supérieure à 21, ça peut aller très haut, ça peut dépasser les 30, 40, 50 mm de mercure. À partir de ce moment-là, on peut parler des glaucomes néovasculaires. Un autre point important aussi, c'est l'œdème maculaire. Alors l'œdème maculaire, c'est pas une complication à proprement parler de la rétinopathie diabétique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un patient qui n'a pas de rétinopathie diabétique, mais qui a un œdème maculaire diabétique. C'est complètement indépendant, donc ne confondez pas les complications de la rétinopathie diabétique proliférante et l'œdème maculaire qui est indépendant de la rétinopathie. Quelques mots aussi sur la surveillance. Je ne pense pas qu'on vous demande précisément le rythme, mais il faut retenir en gros qu'un patient diabétique qui n'a pas de rétinopathie ou qui a une rétinopathie non proliférante minime devrait être surveillé tous les ans avec un fond d'œil, et qu'un patient avec une rétinopathie diabétique modérée ou sévère devra être surveillé plutôt tous les 4 à 6 mois. Enfin, pour le traitement, alors le traitement de la rétinopathie diabétique non proliférante, ça va être tout simplement l'équilibre du diabète et de la tension, bien veiller à suivre les recommandations. Vous avez des recommandations HAS très précises là-dessus qu'il vous faut savoir sur les cibles d'hémoglobine glyquée selon le type de patient, et équilibrer aussi la tension, c'est important, on l'oublie souvent chez les patients diabétiques. Traitement important donc cette fois de la rétinopathie diabétique proliférante, c'est la photocoagulation panrétinienne. Là, vous avez une photo de photocoagulation panrétinienne. Alors, on prend en général comme repère les arcs vasculaires et on va aller photocoaguler toute la périphérie. Donc, tous les petits points blancs que vous voyez là, c'est des impacts de laser.
et ça permet d'éviter la prolifération, donc les néovaisseaux. Donc c'est un traitement qui se fait au laser, c'est pas un traitement chirurgical. Ensuite, les traitements par injection intravitréenne, soit d'anti-VEGF, soit de corticoïdes, dans certaines formes de rétinopathie diabétique ou dans les complications, notamment dans le glaucome néovasculaire, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, quelques mots juste pour les injections intravitréennes. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Il y a quelques années, on n'en faisait pas du tout, et là, ça se développe énormément. À savoir quelques éléments, c'est quelque chose qui se fait soit au bloc, soit en salle plus ou moins aseptique. C'est un geste qui est très rapide à faire, qui prend 5 à 10 minutes. À titre d'exemple, nous, on en fait régulièrement, on en fait une vingtaine par demi-journée, hein, ça va assez vite. Et donc voilà, là vous en avez une photo, on se met au niveau de la sclère à 4 mm du limbe et on injecte tout simplement dans l'œil. En général, c'est 0,05 cc d'anti-VEGF ou de corticoïdes. Ensuite, on a les traitements spécifiques des complications qu'il faut bien comprendre. Donc les trois principales complications, on a dit, c'est l'hémorragie intravitréenne, le décollement de rétine tractionnel et le glaucome néovasculaire. Donc pour ces trois complications, vous avez trois traitements différents. Pour l'hémorragie intravitréenne, on va faire une vitrectomie, puisque vous avez du sang dans le vitré. Et donc, il va donc falloir retirer ce sang et le remplacer par, en général, du gaz ou de l'huile de silicone pour remplacer le vitré qui va progressivement se reconstituer. Le décollement de rétine, alors il y a beaucoup de traitements à la chirurgie. Le rétine, c'est quelque chose de très compliqué, mais il faut retenir que c'est un traitement chirurgical, c'est pas du laser, c'est pas un traitement médical, c'est de la chirurgie. Et pour le glaucome néovasculaire, alors il y a plusieurs traitements à entreprendre. Il y a la photocoagulation panrétinienne à faire en urgence. Il y a les traitements hypotonisants par voie locale plus ou moins générale, donc ce que vous avez appris pour le glaucome chronique, notamment les collyres bêta-bloquants, collyres prostaglandines, les autres types de collyres, plus ou moins éventuellement, mais des fois du diamox par voie générale si la tension est vraiment trop haute. Et éventuellement, dans certaines indications, on va faire des injections intravitréennes pour le glaucome néovasculaire. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.